Et de retour du coup dans cette séance, nous commençons le chapitre 5, page 99. Comment les pensées forment la matière, les points de coordination. Vraiment, voilà, une nouvelle thématique que cette commence. Et comme il venait de faire une pause avant, il demande à Robert de prendre un petit temps. Il dit « Accordez-nous un instant ». Ça, c'est une phrase qu'il répète régulièrement. Et Robert note d'ailleurs qu'il suit une pause de 2 minutes qui prend fin à 22h04, donc ils ont recommencé à 22h02. Ouais, donc il peut, comme ça, des fois y avoir des petites pauses de 2 minutes, hein. Alors des fois plus, il me semble. Moi, il me semble que c'est des moments où Jen est en train de se connecter, en particulier avec Seth. Et ils doivent être en train d'échanger, alors ça doit se passer très vite pour eux, enfin je sais pas exactement, pour bien se mettre d'accord sur le message, la qualité du message à faire passer, hein. Donc c'est amusant, voilà, dans leur session, tout d'un coup, voilà, accordez-nous un instant. Vous imaginez 2 minutes, Robert il attend, et tout d'un coup, Seth reprend. Voilà, ça fait quand même un petit peu particulier. Chapitre 5. Quand vous lisez les mots qui se trouvent sur cette page, vous vous rendez compte que les informations que vous recevez ne sont pas un attribut des lettres ou des mots eux-mêmes. L'information que vous recevez, en lisant un livre par exemple, eh bien, l'information elle-même, ce n'est pas quelque chose qui est dans les lettres ou dans les mots. Il continue en disant « La ligne imprimée ne contient pas l'information. Elle la transmet. La ligne elle-même imprimée, les mots, le noir sur le papier blanc, l'encre, n'est pas l'information. Ce n'est qu'un moyen de faire passer une information dans cette réalité physique. La vidéo que je suis en train de tourner est un autre moyen, mais ce n'est pas elle-même l'information. Les mots que je dis, pareil, ne sont qu'un support. Et c'est là-dessus qu'il veut attirer notre attention. Où se trouve donc l'information qui est transmise, si elle n'est pas sur la page? Une nouvelle pause. Vous voyez. Là, je pense qu'il y a des pauses parce que Seth veut nous amener, prend son temps déjà. Il prend son temps pour amener un matériau qui nous amène à nous poser des questions. Hein, là, son début de chapitre, les formulations, nous amènent à réfléchir sur le sens de ce qu'est une information et de ce que sont les moyens qui peuvent porter l'information. Ce sont deux éléments distincts. Paragraphe suivant. La même question se pose, bien entendu, quand vous lisez un journal ou quand vous parlez à quelqu'un. Vos mots transmettent des informations, des sentiments ou des pensées. La lecture ou à l'oral, voilà. Les mots eux-mêmes, ils transmettent des informations, des sentiments ou des pensées. Bien évidemment, les pensées et les sentiments eux-mêmes sont autre chose que les mots. D'ailleurs, il nous arrive de ne pas savoir comment exprimer une émotion. Pour rappel ou pour information, les émotions, c'est donc, là j'en parle d'un point de vue biologique, on va dire, ou physiologique, dans le fonctionnement du corps humain. C'est en général, ça vient de stimuli
en général extérieurs. Si ce sont des stimuli intérieurs, c'est que on fait appel à la mémoire, on se rappelle quelque chose, on se met dans une situation émotionnelle, un souvenir particulier, qui peut nous ramener de la tristesse ou de la joie, par exemple. Mais sinon, c'est en direct, en train de vivre quelque chose, il y a un événement qui arrive, et donc ce sont principalement nos 5 sens qui vont transmettre l'information. Donc ça passe par le cerveau. Et la notion d'émotion, ça va se vivre à travers des ressentis corporels. En général, là je fais des grands clichés, tout ce qui est lié à la peur, par exemple, enfin des choses tristes, la peur, etc. Alors, d'ailleurs, non, les émotions, oui, là j'allais commencer à dire un peu les familles, je vais peut-être pas passer en revue toutes les émotions, mais je vais donner quelques exemples. Donc, la peur va avoir tendance à nous recroqueviller. Donc, c'est certains organes ou parties du corps vont se resserrer, vont se tendre. Ça va se verrouiller. Donc notamment, on va voûter les épaules, on se protège. Quand on a peur, on cherche à se protéger. Et les parties sensibles du corps, c'est devant. La partie molle du ventre, il y a quand même des organes très importants. La cage thoracique protège déjà les organes les plus vitaux. On ne peut pas manquer d'air ou manquer de sang plus de quelques minutes. Donc voilà, le cœur et les poumons sont bien protégés par la cage thoracique, c'est une protection. Mais on a tendance à encore plus se voûter, protéger cette partie-là quand on a peur. La tristesse, on va pleurer, donc ça nous coupe du monde, ça nous enferme. On a le nez qui coule, on sent plus rien, on est recroquevillé sur soi-même. Donc on va porter son attention sur son monde intérieur, en tout cas. La joie, au contraire, c'est plutôt des choses, on est fier, on est dans la joie, on va sauter, on va bondir, on va ouvrir la cage thoracique, on va déployer quelque chose. Bon, voilà. Je vous donne quelques exemples, mais pour dire que la manière dont un stimuli extérieur va jouer sur nous va se traduire dans différents organes dans le corps, les muscles qui sont autour, et c'est ça en fait qu'on va ressentir. Ça va être des ressentis. Je ressens ça. Voilà. Alors, j'ai le ventre qui se noue, la respiration coupée, le souffle court, j'en ai plein le dos, il y a plein d'expressions comme ça qui traduisent justement la manière dont on ressent. Mais ça, ce sont des ressentis physiques. Les ressentis physiques expriment dans le corps, de manière concrète, physiquement palpable normalement, une émotion. L'émotion elle-même retraduit la manière dont on comprend et on vit. Et c'est là où on retrouve les croyances. Un événement qui arrive, comment je le vis? Si je vois un accident de voiture, si j'ai déjà vécu un accident de voiture, tout de suite je suis rempli de compassion, je vais peut-être avoir peur, je vais sursauter, je me revis mon propre accident, ça peut déclencher un traumatisme, je vais tout de suite, je vais crier, je vais appeler les secours, ou si j'ai jamais eu d'accident de voiture, ou si je vois qu'il est pas grave, c'est un peu de tôle froissée, ça peut me faire rire. Parce que, mais c'est pas grave, elle s'est plantée, t'as vu la personne, elle a mal conduit, ou qu'est-ce qu'il a fait, ou... Bon. Si on n'est pas directement concerné, qu'on prend un peu de recul, qu'on voit que c'est pas grave, donc on peut avoir vraiment des ressentis différents, alors que c'est le même événement. Et pareil, quelque chose qui est censé être joyeux pour certaines personnes, moi j'en sais rien, on nous offre un gâteau au chocolat, je dis une bêtise, peut-être quelqu'un va tout de suite anticiper, si je demande, alors soit j'aime pas le chocolat, soit ça va me faire grossir, soit oui mais c'est pour mon anniversaire, j'aime pas vieillir, donc ça me traumatise. Enfin, voilà, le même objet, le même action, même s'il y a une bonne intention derrière, ça peut amener des émotions, des ressentis physiques du coup liés à l'émotion, très très différents chez chacun. Donc là, c'est l'information. C'est la manière dont, en tout cas, nous dans le corps, on va vivre quelque chose. L'information, c'est quelque part la croyance, nous, la manière dont on va vivre psychologiquement l'événement, mais on a un ressenti qui nous aide à comprendre ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, c'est amusant, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais les premières fois qu'on tombe amoureux, on peut l'exprimer en disant
À chaque fois que je vois cette personne, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, je transpire, je perds mes moyens, j'arrive plus à réfléchir. Enfin, c'est, bon, ça peut pas forcément paraître très positif si on l'exprime comme ça. Ça peut être assez proche d'une sensation de peur. D'ailleurs, c'est presque ça. On a peur de l'inconnu, on a peur de décevoir, on a peur de... Enfin, il y a quelque chose de... En tout cas, on ressent quelque chose de très fort dans le corps. Mais il faut faire le lien. Il faut nous-mêmes interpréter ce qu'on ressent. Donc, on peut s'aider avec les autres, ou les autres nous disent, bah oui, là, t'as vécu telle chose, a priori, c'est telle émotion que tu as, mais il faut mettre des mots sur les ressentis. Donc, on voit bien que il y a l'information, et il y a nous, ce que l'on comprend, et même les mots qu'on peut mettre dessus. 7, et je pense, il parle à peu de choses près. En tout cas, on est dans cette thématique-là, hein, de comprendre que il y a toujours cette différence entre l'événement, comment on le vit, et comment on le ressent. Et comment après on va en parler. Et que exprimer ses ressentis à quelqu'un, des fois c'est compliqué. D'exprimer quelque chose se resserre. Ou... Des fois, il y a des gens qui ont des termes, moi ça me parle pas, je sais pas, une douleur amère. Ou piquante. Alors piquant éventuellement. Mais vous voyez, il y a des termes comme ça, des adjectifs, on essaie de qualifier ce qu'on ressent, mais ça va pas forcément parler à tout le monde, ou pas de la même manière en tout cas. Il y a bien des pensées et des sentiments qui ne sont autre chose que des mots. 7 continue en disant les lettres sur la page sont des symboles. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, la notion de symbole. Et vous vous êtes mis d'accord sur les différentes significations qui s'y rapportent. Un symbole est là pour remplacer quelque chose d'autre et pour lui donner un certain sens, dans un contexte donné. C'est culturel. Les langues, ce sont des symboles. On va utiliser des mots, alors soit on les lit, donc c'est très particulier, des formes géométriques, ou pas d'ailleurs, des formes, doivent être lues d'une certaine manière. Quand on les associe, elles sont lues d'une autre manière. Et ces manières de créer des sons donnent du sens à des mots, ce qu'on appelle des mots. Et les mots, c'est rien d'autre que des symboles, c'est une convention. On s'est mis d'accord pour dire que bonjour, bonjour a un certain sens dans la langue française, par exemple. Mais vous voyez bien que si je dis bonjour, 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 c'est le même bonjour, c'est le même mot, mais derrière il y a une information complètement différente. La manière de le dire peut rajouter du sens, peut même le changer, peut même devenir un peu ironique ou décalé complètement. Le sens lui-même n'est pas contenu, pas complètement en tout cas, dans les lettres et dans la manière de le lire tout simplement. Vous vous êtes mis d'accord sur les différentes significations qui se rapportent à ces symboles. Voilà, c'est intéressant de se rappeler quand même cette notion-là. Que dans nos vies, tous les jours, il y a énormément de conventions. 7 nous dit même que le temps, l'espace sont des conventions humaines. Après, il y a des conventions qui sont liées à des continents, il y a des conventions qui sont liées à des pays, il y a des conventions qui sont liées à des langues, à des cultures, à des petites zones géographiques, à un village, etc. À une famille, il y a des mots de vocabulaire, des sens particuliers, des souvenirs. Donc ce sont des conventions, on se crée des conventions, et en rappelant un mot, tu te souviens d'eux, tac, ça fait rire tout le monde, mais il faut avoir la référence, comme on dit. T'as la ref? Ce sont des conventions, ce sont des symboles. Et on va faire appel à des symboles comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit si on est dans un groupe, on comprend un groupe social ou pas. Les métiers ont des codes, c'est rempli de symboles, des abréviations, les acronymes, tout ça, ce sont des symboles. Et 7 nous dit que sans même y penser, vous partez du principe que les lettres, les symboles, ne sont pas la réalité. Le mot n'est pas la réalité. C'est-à-dire, le mot n'est pas les informations ou les pensées qu'il vise à transmettre.
si je parle du mot soleil, le mot soleil, ce n'est pas le soleil en lui-même. Le mot soleil, c'est une image, et que chacun va se faire sa propre image. Et d'ailleurs, juste après, il y a peut-être également nos croyances qui se rajoutent dessus. Est-ce que le soleil est quelque chose de positif parce que ça rappelle les vacances, l'été, donc du temps libre, la chaleur, la douceur, on peut être en t-shirt dehors, on va faire des baignades, on va à la mer, etc. Ou au contraire, mais oui, mais le soleil, ça dessèche, ça brûle, ça peut être trop fort, ça peut amener des coups de soleil, ça peut amener des cancers de la peau, ça peut amener une décoloration des vêtements, enfin je sais pas. Voilà, donc on peut trouver des éléments positifs ou négatifs dans chaque objet, chaque idée, chaque concept. Le mot lui-même ne contient pas toutes ces informations-là. Toutes les informations qui sont liées autour, c'est chacun qui se les est créées. Une partie fait partie de symboles communs avec, comme je disais, sa famille, son village, sa langue natale, son pays, etc. Et donc il y a plein de groupes comme ça sociaux. Voilà, les gens qui font le même métier que nous, qui font le même loisir, qui vont au même endroit, qui connaissent telle zone géographique, etc. Et puis un autre qui sont propres à nous que à nous. Dans une même famille, dans un même même groupe, on a des gens qui vont avoir chacun une relation différente au même symbole. Et ça, il nous fait juste prendre conscience de ça, que sans même y penser, finalement, vous partez du principe que les lettres, les symboles, ne sont pas la réalité, vous le savez. C'est-à-dire que ce n'est pas des informations ou les pensées qu'ils visent à transmettre. Car ça ne transmet pas forcément la bonne information. Là-dessus, oui, ça me fait penser qu'il vise à transmettre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'effectivement, entre nous, ce qu'on ressent et ce qu'on veut faire passer comme information et donc comme symbole, c'est pas forcément la même chose que la personne qu'on a en face de nous va recevoir. Il y a une citation de Bernard Werber, l'écrivain des fourmis entre autres, qui a écrit l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est dans celui-là où il parlait de la communication. Il parlait de ça. Je ne sais pas si je le retrouvais directement. En gros, je crois qu'il définit, 9 ou 10 étapes entre ce que je veux dire. Alors attendez, je vais peut-être voir si je le trouve tout de suite. Ouais, voilà, il est pas loin. Hop. Il est pas loin. Celui-là. Alors. C'est ça, tentative. Entre ce que je pense, ce que je veux dire. Alors déjà, on pourrait même rajouter entre ce que je crois penser et ce que je pense. Il y a des phases qu'on peut rajouter. Donc, lui dit, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Et je trouve que cette citation, oui, ça correspond à cette notion de symbole, à la difficulté qu'on a en tant qu'être humain, à déjà nous-mêmes savoir qui nous sommes, ce que l'on ressent, ce que l'on pense. C'est pas évident, on n'est pas toujours clair avec soi-même déjà. Et qu'en plus, quand on pense avoir quelque chose à peu près clair à exprimer, comment est-ce qu'on arrive à l'exprimer et comment l'autre le reçoit,
puisque le même mot, le même symbole est utilisé avec des sens au moins un petit peu différents pour chaque personne, même si on le fait répéter, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'autre répète avec ses mots à lui, donc il va redonner un autre message. Voilà, je lui exprime un message. Qu'est-ce que tu as compris? Tu peux me le redire avec tes mots à toi, il va le redire avec ses mots à lui, qui vont avoir un autre sens pour moi. Mais peut-être qu'en croisant ça, on essaiera de comprendre, ok, j'ai l'impression qu'on s'est à peu près compris. Mais il y a quand même toujours un petit peu un décalage. Hein. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. J'ai beau essayer de faire ce qu'on appelle des guidages de lecture. Déjà moi-même, qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça a du sens? J'espère qu'au moment où je le dis, ça a du sens conscient. Est-ce que les mots que je dis correspondent à ce que je veux dire? J'espère. J'avoue que je réécoute les vidéos quand même avant de les mettre en ligne. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je mets un commentaire. Je m'auto-corrige, ou je précise, ou je remets un petit peu, en tout cas par rapport à moi, comment je réentends, mais ça restera toujours mes mots avec le sens que moi j'y mets derrière, et que vous le comprendrez forcément à votre manière, différemment du coup. Voilà. C'est juste intéressant de se rappeler ça quand on essaie de communiquer, et c'est là ce que je suis en train d'essayer de faire, vous voyez. Donc, j'essaie de le faire à ma manière. Donc voilà, c'était ça la fin de son paragraphe. Voilà. Vous partez du principe qu'il y a les lettres, il y a des symboles et que ce ne sont pas la réalité qu'il y a derrière. C'est simplement la réalité, c'est des informations que j'essaie de transmettre. Or, de la même manière, et là il fait un parallèle qui est intéressant pour prendre conscience de la réalité. Il nous dit que de la même manière, je vous dis que les objets sont également des symboles qui représentent une réalité, qu'ils la transmettent, tout comme les lettres la transmettent. Les mots transmettent une réalité, les objets physiques sont un moyen de transmettre une réalité. Ce verre d'eau est un objet, c'est une façade qui transmet une information qui est comprise dedans. J'espère que vous voyez à peu près tous un verre en verre, que vous voyez qu'il est pratiquement vide, qu'il y avait de l'eau dedans, qu'il reste encore un peu d'eau dedans, ou en tout cas un liquide transparent qu'on peut voir à travers le verre. Là, on est à peu près d'accord, j'espère, sur des grands principes. Mais chacun d'entre vous, au moment où il regarde le verre, le construit, le crée, réellement, pour lui, à sa manière. Là, si quelqu'un rentrait dans la pièce, il verrait son propre verre. Il créerait un nouveau verre pour lui. Les objets, nous dit Seth, ne sont qu'une façade, une symbolisation d'une réalité qui est comprise derrière, dedans. L'information, la vraie information qui est dedans. Il a déjà expliqué à un autre moment, de camouflage. La réalité physique est un camouflage que nous avons adopté pour vivre notre expérience. Eh bien, il parle de ça. Le camouflage dont il parle, c'est la couche d'information qui est visible depuis moi-même, ce que je crée, et que cette couche donc, qui va recouvrir des informations va prendre une forme particulière qui va faire un sens pour moi. Donc chaque camouflage est unique. Et par exemple, si je prends un objet opaque, moi si je regarde comme ça, je ne vois pas le dos de cet objet. Je n'ai pas besoin de le créer. Si je l'imagine, je le crée. Mais vous êtes de l'autre côté de la caméra. Vous voyez le dos. Mais vous ne voyez pas la face. Pour vous, vous ne créez que le derrière du livre.
dans votre réalité, dans votre camouflage, vous n'avez pas besoin de créer la couverture. Elle ne sera créée que quand je retourne le livre. Donc les objets sont créés, la face visible des objets n'est créée qu'au moment où on les regarde. Les objets ne sont qu'une représentation d'une information qui est déjà présente, mais qui n'a pas cette forme-là. Le fait de penser à quelque chose va créer aussi. Je peux imaginer, voir quelque chose, ça va la créer pour moi. Voilà, c'était juste pour remettre un peu des termes, et puis pour donner du sens par rapport à ce qu'il disait, et le mot de camouflage dont il s'est déjà servi. Donc là, voilà, il fait cette liaison entre ce dont on parle là, depuis le début de ce chapitre, le sens et le symbole. Donc, c'est comme ça que ça s'installe pour les textes, les paroles, les informations. Or, de la même manière, je vous dis que les objets sont également des symboles qui représentent une réalité, qui la transmettent, tout comme les lettres la transmettent. L'information véritable ne se trouve pas davantage dans les objets que la pensée ne se trouve dans les lettres ou les mots. Dans est souligné. L'information véritable n'est pas visible dans l'objet, n'est pas dans l'objet. L'information est en dessous, c'est elle qui circule grâce à l'objet. Les objets et les mots ou les lettres ne sont que des moyens. C'est ce qu'il dit. Les mots sont des moyens d'expression. C'est le moyen de. Les objets sont des moyens de faire passer une information, de se servir des informations autour de nous. Voilà. Les mots sont des moyens d'expression. Il en va de même pour les objets physiques, selon une méthode différente. Donc là, il ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Les objets physiques sont donc un moyen de rentrer en connexion, en communication avec la réalité autour de nous. Vous avez l'habitude de penser que vous vous exprimez directement par les mots. Vous pouvez vous entendre les prononcer. Vous sentez les muscles de votre gorge se contracter, et peut-être d'autres manifestations physiques pendant que vous parlez. Là, il parle simplement, il redit une évidence, la manière dont nous parlons et qu'est-ce que l'on ressent. Il explique que l'apparition physique, parce que c'est ça, vous avez l'habitude de penser que vous vous exprimez directement par les mots. Mais, vous savez qu'on s'exprime au départ par la télépathie. En tout cas, c'est ce que Seth explique. Lui, dans sa réalité, ça se passe comme ça, et puis il dit que finalement, nous également, à un niveau inconscient, l'information circule déjà, elle a besoin d'être portée physiquement, concrètement, par les mots du langage, mais l'information passe au-delà des mots, sous les mots. Ils ne sont pas directement reliés, en tout cas, aux mots. Et on a pourtant des ressentis physiques. Veuillez m'excuser. Là, je me suis entendu tousser. Éternuer, pardon. Et ben, c'est pareil. Voilà. On a donc une expression physique. Il y avait peut-être une information derrière en même temps que je toussais, je ne sais pas. En tout cas, là, je vous parle, mais l'information passe à un niveau inconscient aussi. Est-ce qu'on est sensible à tout? Est-ce qu'on capte tout? Ça, je ne sais pas exactement. Certainement qu'à un niveau inconscient, en tout cas, oui, l'information doit circuler. Après, on y est plus ou moins sensible, plus ou moins intuitif. Il y a des personnes qui sont très sensibles et qui vont dire celui-là je le sens pas, là je sens qu'il ment, parce qu'il y a un décalage entre l'information au départ qui est émise et les mots
Et c'est quand on sent un décalage qu'on dit, lui, je le sens pas. Voilà, il y a un truc qui... ça passe pas. Hein. On n'y croit pas. Et donc, continue cette analogie-là, où il nous dit que les objets physiques sont le résultat d'un genre d'expression différent. Nous nous exprimons en parlant, en utilisant le langage, nous nous exprimons aussi en créant des objets physiques. C'est une manière d'être nous-mêmes, d'exprimer qui nous sommes. La manière dont les objets autour de nous sont créés dépendent de qui nous sommes à cet instant précis, dépendent de nos émotions. On ne va pas créer de la même manière les jours où on est joyeux et les jours où on est triste. Donc les objets physiques changent, puisque nous les créons en permanence, ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas exactement les mêmes molécules, les mêmes atomes. Tout est recréé. Et en plus, leur qualité propre, c'est Seth, je crois, qui explique à un moment donné, ou peut-être d'autres, que les couleurs des objets autour de nous sont beaucoup plus vibrantes les jours où on est très heureux, très joyeux, où on regarde la vie avec positif. C'est waouh, ça va être encore plus extraordinaire. C'est comme si d'être joyeux nous renvoyait à un univers joyeux. Hein, quand on dit quelqu'un, il voit toujours la vie en rose. Et ben, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment des lunettes devant nous qui vont teinter ce que l'on voit. Et que le bonheur dépend de nous. C'est Voltaire qui disait, bon, c'était par rapport à la santé, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que, effectivement, comme on teinte en permanence ce qu'on a autour de nous, autant être joyeux. Ça va pas nous amener plus de tristesse ou plus de joie, mais peut-être qu'on verra les choses différemment. On vivra plus de joie parce qu'on a décidé d'être joyeux. Donc on va créer quelque chose de plus joyeux. Donc oui, on a vraiment, effectivement, une manière de percevoir le monde autour de nous, la réalité, qui est influencée par qui nous sommes. Ça, c'est important. Les gens qui sont en dépression, ou qui sont tristes, ou voilà, qui broient du noir, ben, on n'arrive pas à leur montrer que le bonheur, on peut le voir un peu partout. Un arc-en-ciel, un rire d'un enfant, voilà, tous les horripiles. Où ils sont blasés partout, voilà, etc. Notre manière d'être au monde modifie le monde que nous créons. Mais le monde objectif n'existe pas. La réalité autour de nous est subjective. Donc autant créer de la joie. Donc voilà, il nous dit là, les objets physiques sont le résultat d'un genre d'expression, mais différent. Donc là, il redit, voilà, il fait une similarité, hein, pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il souhaite exprimer. Mais il y a quand même il y a une différence de son point de vue, en tout cas assez notable, mais il n'exprime pas, en tout cas, à ce niveau-là. Vous les créez, les objets physiques, aussi sûrement que vous créez les mots. C'est ce que je vous dis, on est vraiment, voilà, c'est nous qui sommes à la base de la création de tout l'univers autour de nous, de toute notre réalité. Je ne veux pas dire que vous les créez avec vos seules mains ou en les fabriquant. Il dit vraiment clairement, je veux dire que ce sont des produits dérivés naturels de l'évolution. Les objets sont créés par l'humanité, sont au cours de l'évolution de notre espèce, nous en sommes arrivés à créer des objets pour interagir dans cette réalité physique. C'est donc notre manière à nous, en tant qu'êtres humains,
de fabriquer voilà, ce que Seth appelle donc, ce camouflage autour de nous. Hein, des produits dérivés naturels de l'évolution de votre espèce. Exactement comme les mots. Donc nous sommes dans cette capacité de créer, de concrètement être à la source, à la base de cette réalité qui nous entoure. Là, c'est vraiment une image, enfin je dirais c'est très fort quand même hein, comme explication. Et de se dire, là aussi il utilise, il précise quelque chose qui est quand même assez important, les objets sont des dérivés naturels de l'évolution de votre espèce. Donc c'est quelque chose qu'on a, a priori qu'on n'avait pas au début, ou pas sous cette forme-là, et qu'on a petit à petit appris à de mieux en mieux, a priori, à créer, voilà, de mieux en mieux, à manipuler, en tout cas, certainement. En tout cas, voilà, c'est lié à la manière, petit à petit, que l'humanité s'est mise en place. Là, il me vient quand même, en parlant, il me vient quand même un peu une précision peut-être à faire par rapport aux notions de symboles, parce que Seth n'est pas dans notre réalité physique. Il utilise, entre guillemets, Jen comme moyen de communication, justement. Donc il y a déjà là une interprétation à ce niveau-là. C'est-à-dire, comme il dit, les symboles, il y a l'information de départ. Seth a ses propres informations. Il cherche à nous faire passer des informations. Et comme je vous dis régulièrement, des fois, il y a des moments où il va faire une petite pause, il a besoin de temps. Et effectivement, c'est-à-dire que l'information que lui veut nous faire passer n'est peut-être même pas... ce n'est pas possible de la transmettre en mots. Exactement. C'est comme les émotions dont je parlais tout à l'heure. Je suis amoureux, qu'est-ce que je ressens ? Je ne peux parler que des ressentis physiques. Parce que je suis dans une réalité physique. Donc j'essaie de mettre des mots à ma manière sur ce que je ressens, en parlant de resserrement, de tension, de chaleur, de froid, de picotement, en essayant d'utiliser des mots que l'autre personne a déjà vécu. Hein, si je parle d'une douleur aiguë, et que l'autre ne sait pas ce que c'est, ou une douleur sourde, ou voilà, comme si je me suis coupé le doigt. Si l'autre ne sait pas couper le doigt, il va pas savoir, il va pas comprendre. Et la difficulté de Seth, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il essaie, avec l'utilisation des mots, parce qu'il est obligé de passer par les mots, et encore plus, il est obligé de passer par le vocabulaire de Jen. Donc lui, il a les idées qu'il veut faire passer au départ, ses concepts, toutes ses théories. La vision que lui, il a d'une réalité plus grande. Il veut s'exprimer à nous. Déjà, j'imagine que ça doit être une toute petite poussière par rapport à l'ensemble des informations auxquelles lui, il a accès. Il y a juste une toute petite parcelle qu'il peut nous transmettre. Parce qu'il y a plusieurs limites, dont celle de notre propre compréhension. Déjà, quand lui dit il n'y a pas de temps, enfin le temps et l'espace n'existent pas tel que vous le comprenez, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde physique, donc nous comprenons tout, toutes les références sont le monde physique. C'est comme, il y a une image comme ça, on dit, voilà, s'il y a un poisson, il est dans un aquarium qui est teinté. L'aquarium est teinté en jaune. Le poisson, il voit tout le monde en jaune. Il baigne dans de l'eau jaune. Tout est jaune. Donc comment lui faire comprendre ce que c'est le bleu ? Par exemple, si on lui montre du bleu, lui il le voit vert. Donc on ne parle pas du même bleu.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes humains, nous pouvons comprendre que ce que nous permettent de comprendre, déjà nos sens physiques, notre mental, peut-être notre intuition, et c'est pour ça que Seth nous propose de développer. Il ne nous dit pas de nous couper de notre réalité physique. Seth nous dit de toujours prendre conscience que nous sommes plus que ce que nous pensons être, donc continuer à comprendre qui vous êtes en tant qu'être physique, c'est toujours très intéressant de comprendre comment vous fonctionnez, notamment les croyances limitantes, ça fait partie du monde physique, mais en même temps, essayez de vous connecter à quelque chose de plus intuitif, de plus créatif, etc. Parce que vous êtes les deux. Si on dit cerveau gauche, cerveau droit, c'est un petit peu ça. Mais ne vous coupez pas de votre cerveau gauche. Vous en avez besoin. Ne vous coupez pas de votre ego. Vous en avez besoin. Comprenez juste que ce sont des outils et qu'ils ont leurs propres limites. Donc, dans ces limites-là, avec ce que nous sommes, on essaie de chercher à se connecter à nous de manière plus large. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, on va mieux comprendre aussi les messages de Seth. Parce que tout dans le contenu de ce que Seth veut dire ne peut pas passer par mots. Donc Seth essaie d'exprimer, il envoie des images, des émotions, des sensations à Jen, qui les perçoit à un niveau, je pense, non physique. Quand ils se rejoignent, j'avais expliqué, ils se rejoignent dans un univers qui n'est pas l'environnement de Seth, qui n'est pas l'environnement de Jen, qui est un environnement entre les deux, qui ne doit pas être physique, a priori. Et donc, Seth peut à ce moment-là faire passer à Jen des informations beaucoup plus riches de sens que si c'était uniquement des mots, par exemple. C'est pas Seth qui dicte des mots à Jen. Seth ne prend pas le contrôle du corps de Jen pour dire des mots. C'est pas ça. Seth lui envoie des concepts qui dépassent cet environnement physique, et elle-même, où ils se mettent d'accord, en tout cas entre eux, il y a quelque chose de cet ordre-là, je l'exprime avec mes moi dans ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que des fois il y a des petits temps de pause, parce qu'à un moment donné, il faut que Seth vérifie que les mots de vocabulaire de Jen correspondent à quelque chose qui peut correspondre à ces concepts, et qu'il va pouvoir faire des phrases, globalement, qui aient du sens, et qu'en même temps, comme je disais avec la citation de Bernard Werber, que c'est du sens aussi pour tout le monde, globalement. Si Jen est la seule à se comprendre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le but est quand même, pour Seth, d'écrire un livre et de le partager, enfin d'écrire plusieurs livres, de les partager, de le laisser circuler pour les humains, pour des êtres physiques. Donc il y a cette interface-là, et là on voit bien encore plus qu'effectivement il y a l'information de base, et au final il y a les mots qui sont les symboles, et qu'il y a beaucoup de pertes d'informations, certainement, entre les deux, et que Seth essaie, comme il peut, mais ça doit être assez compliqué. C'est comme je dis, effectivement, quand on essaie de parler à un enfant, les concepts de demain, ou d'hier, ou des choses, de parler de la vie, de la mort, quand c'est pas palpable, des concepts, des choses conceptuelles, c'est pas évident. Il y a certains âges de la vie où on n'a pas encore cet attachement-là, donc on peut cette compréhension-là. Donc on peut le comprendre peut-être par l'intuition, mais il faut être très, très créatif, quelque part, pour pouvoir saisir un peu les concepts. Donc voilà, on est vraiment à cette différence-là. Donc imaginez que nous, c'est la même chose, cette richesse d'informations, qui est la réalité qui nous entoure. Et quand ça parle de camouflage, c'est effectivement ça, on crée les objets. Donc pourtant, ça vient dans quelque chose au fur et à mesure de l'évolution de notre espèce. Comme on crée les mots, comme on a mis en place des langages de plus en plus complexes, pour exprimer des choses de plus en plus complexes, y compris conceptuelles. Je pense qu'au début, les premiers mots, c'était des choses concrètes, de l'eau, de la terre, du pain, enfin de la nourriture, ce dont on avait besoin au quotidien pour manger. Puis petit à petit, il y a eu peut-être une phase aussi spirituelle, une connexion avec des choses non visibles. Qu'est-ce que c'est la nuit ? Déjà, c'est voilà, le soleil qui disparaît, la succession du temps, est-ce qu'il va revenir ou pas ? Voilà, il y a certainement des choses comme ça qui ont construit l'humanité, la réflexion. Alors ça, je vous le dis du côté, on va dire un peu scientifique ou historique. Seth expliquerait les choses certainement très très différemment.
puisque sans doute que ces périodes-là n'ont pas existé ou pas de cette manière-là, a priori. Et Seth continue en disant « Examinez un instant ce que vous savez de votre propre discours. Vous écoutez parler, écoutez-vous, analysez, regardez, examinez. Bien que vous entendiez les mots, que vous reconnaissiez leur justesse, donc a priori, oui, la justesse, donc qu'ils correspondent bien à ce que vous vouliez dire, hein, a priori, moi c'est ce que je comprends là-dedans, bien que vous entendiez les mots que vous prononcez et qu'ils correspondent à ce que vous l'exprimez, donc que vous reconnaissiez leur justesse, et qu'ils puissent assez bien exprimer vos sentiments, oui, effectivement, ça doit être ça, ils ne sont pas ces sentiments. Les mots exprimés ne seront jamais nos sentiments. Il y a toujours, conclut-il sur ce paragraphe, un fossé entre votre pensée et son expression. Et là, je trouve que sa phrase, elle est forte, hein, parce qu'il il pose comme concept, comme théorie, que nous ne pourrons jamais exprimer clairement nos pensées, nos émotions. Mais ça correspond à peu près avec ce que j'ai dit. Là, il le dit, bien sûr, plus clairement, et avec cette phrase, enfin ce mot de toujours, hein, il y a toujours un fossé. Donc c'est un fossé. C'est pas, il y a toujours une différence. Non, il y a un fossé. Quand on dit ça, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre votre pensée et son expression. Mais ça veut dire, là, c'est en train de dire que nous n'arrivons jamais à communiquer pleinement ce que nous ressentons, ce que nous avons envie de dire. Qu'il y a toujours une énorme différence et qu'on peut se sentir effectivement un peu coupé du monde quand on comprend ça, parce qu'en fait on vit chacun de son côté, mais c'est bien ce que Seth nous explique. On vit des événements, chacun à notre manière, mais c'est même l'inverse, on crée les événements et les situations parce que nous sommes qui nous sommes. Et personne d'autre au monde ne comprendra notre réalité. Personne ne comprendra nous ce qu'on ressent et notre manière de construire la réalité, notre camouflage à nous. Donc c'est quand même, je trouve ça intéressant de poser cette phrase-là précisément. Hein. Il y a toujours un fossé entre votre pensée et son expression. Donc, il me semble que ça conclut bien, en tout cas, les éléments que j'ai lus dans cette séance. Comme on est à la fin d'un paragraphe, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.